Les matins de France Culture, Guillaume Erner. C'était donc il y a un an, et depuis, comment allons-nous? Qu'est-ce qui a changé dans ce monde-là? Avant de parler du monde de demain, c'est pour tenter de le comprendre que je vous ai invité. Emmanuel Hirsch, bonjour. Vous êtes professeur d'éthique médicale, président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de l'Université de Paris-Saclay. Vous avez notamment publié Pandémie 2020 aux éditions du Cerf, et vous allez bientôt publier Une démocratie confinée, l'éthique, quoi qu'il en coûte. Votre regard sur ce qui s'est passé depuis un an déjà, Emmanuel Hirsch. Merci de l'invitation de France Culture, Guillaume Erner. Le bilan, on ne va pas le tirer maintenant, malheureusement. Mais d'abord, un pays endeuillé, avec plus de 92 000 victimes et des familles éplorées qui aujourd'hui regrettent le mode de gouvernance de cette pandémie. Donc ça, c'est le premier point. Et je rends hommage vraiment aux victimes, puisqu'il n'y a pas d'hommage national. France Culture nous permet de rendre cet hommage, puisque c'est la dimension sensible et la dimension humaine qui nous touche. Dans d'autres pays, quand vous regardez le Brésil, aujourd'hui, c'est 2000 victimes quasiment par jour. Un deuxième point dans le bilan, c'est au niveau de la mobilisation médicale, mais également soignante, également au domicile. Comment des gens sur le front, dans le domaine du sanitaire et du médico-social, ont fait face. C'est remarquable. C'est une valeur de la démocratie sur laquelle je parlerai peut-être tout à l'heure, qui me semble tout à fait importante au niveau du bilan. Un troisième point, c'est les avancées scientifiques dans le domaine biomédical, dans le domaine médical aussi, en réanimation, mais dans le domaine biomédical, qui nous permettent aujourd'hui de bénéficier de tout ce qui a été acquis également dans le contexte de l'expérience SIDA, notamment des vaccins, comme aujourd'hui on en parle. Puis le dernier point, pour moi, tout à fait fondamental, c'est le point de notre démocratie. Comment nous avons développé une intelligence collective, avec une question au gouvernement, qu'est-ce qu'elle en fait? Comment nous avons mieux développé une culture de la démocratie? Et le dernier point, c'est à titre personnel, comment j'ai pu encore davantage écouter France Culture. Et comment ça nous a été, un moment où on est davantage disponible à l'autre, disponible au monde et disponible à une réflexion qui pose véritablement les enjeux de qu'est-ce que fait faire société et qu'est-ce que c'est être responsable dans une société. Lorsque vous parlez de la manière dont cette épidémie a été gouvernée, gérée, qu'est-ce qui vous paraît prégnant, puisque vous sembliez critique dans votre appréciation, professeur Hirsch? Ce qui me semble prégnant d'abord, ce que je retiens, c'est qu'au cours du premier confinement, entre le 17 mars et le 11 mai dernier, enfin en 2020, on a vu comment une France invisible, une France souvent mésestimée ou méprisée, était parvenue, au cœur de la vie démocratique pour défendre ce que sont nos valeurs. Et comment, finalement, alors qu'il y avait eu les Gilets jaunes qui nous avaient fait douter de la cohésion de notre société, de la vitalité de nos démocraties, on a vu apparaître cette autre France, d'une certaine manière, des oubliés de la République, qui nous a fait une démonstration fondamentale, pour moi en tous les cas, de ce qu'était l'attachement aux valeurs du vivre ensemble et ce que c'était l'exercice concret de responsabilité. Donc pour moi, c'est l'élément important que je retiens. Ce que je retiens également, c'est la défiance du gouvernement à l'égard d'une société qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'avait déjà pas compris, mais qu'elle ne comprend pas, à la fois dans ses capacités de se mobiliser. Et donc il y a eu une perte, on pourra en parler, tout à fait, dramatique, dans la faculté de se concerter et de créer ensemble les moyens de vivre avec une réalité dont on sait qu'elle se situe sur un long terme. Donc c'est le premier constat très triste. Deuxième constat, c'est une gouvernance solitaire qu'on attend d'aujourd'hui, et on voit à travers vos informations que le chef de l'État décide en tout et de tout, qui est quelque chose pour moi de dramatique, avec, et j'aurais pu l'évoquer dans la partie bilan, le conflit des expertises, c'est-à-dire on est sur France Culture, vous recevez au quotidien des gens qui ont des expertises dans le domaine des sciences biomédicales, des sciences humaines et sociales qui ont été totalement rejetées, sciences humaines et sociales, et le conflit des expertises et la démagogie du discours. On affirme nos valeurs politiques, nos responsabilités politiques, en contestation avec ce que nous disent les chercheurs. Alors que dans un premier temps, rappelez-vous, lorsqu'il y a eu l'élection qui a été autorisée en mars dernier, on disait les scientifiques, le conseil scientifique qu'on avait créé en l'espèce, nous autorise. Aujourd'hui, on constate, il y a quelques jours, le 11 mars, que le conseil scientifique Covid-19 a rendu, un rapport d'ailleurs qu'on ne diffuse pas, un avis qui est plutôt accablant pour la prise de risque qu'on a pris en notre nom le 29 janvier de ne pas confiner. Alors on pourra reparler ensuite des conséquences du confinement, mais que ce soit une personne
on est même dans la Ve République, qui dans des domaines aussi compliqués, aussi inédits, qu'on n'avait pas anticipés, prennent une décision avec effectivement des données qui sont des données politiques à prendre en compte, et on pourra aussi en reparler, m'inquiète énormément, pour dire les choses telles qu'elles sont. Je pense qu'on a besoin de concertation face à une situation, encore une fois, pour laquelle on n'a pas de précédent, on n'a pas d'expérience, d'expertise. Pourquoi n'a-t-on pas créé un conseil scientifique également en sciences humaines et sociales? Vous avez évoqué tout à l'heure l'ouvrage collectif avec 130 contributions que j'ai publié au CERF et qui est Pandémie 2020. 130 collaborations. Des sociologues comme vous, des anthropologues, des gens de sciences humaines, en politique, en économie. Une société comme la nôtre a besoin, j'allais dire, de comprendre ce que sont les enjeux d'une pandémie, d'autant plus des enjeux complexes qui sont représentatifs également d'autres enjeux que la réalité spécifique d'une crise sanitaire. C'est une crise globale, une crise sociale, mais une crise aussi mondiale. Donc si vous n'avez pas sollicité les intelligences autres que les expertises biomédicales, si vous ne donnez pas la possibilité à ceux qui savent de participer de la vie démocratique en éclairant le peuple, c'est-à-dire chacun d'entre nous, la population, en donnant des données dont ils disposent au niveau des expertises, en faisant des recherches en sciences humaines et sociales qui nous permettraient de voir de quelle manière nos comportements peuvent s'adapter à une crise, encore une fois, qui s'installe sur un long cours. Et la réponse, ce n'est pas uniquement le vaccin. C'est une réponse politique, mais c'est aussi une réponse démocratique. Donc vous voyez, quand je fais l'analyse, je fais juste un constat, pour moi, qui est le constat qui m'a le plus accablé, qui a fait que j'ai publié ce livre, Une démocratie confinée, l'éthique, quoi qu'il en coûte. Le 11 mai, quand Jean Castex avait donc la responsabilité du déconfinement, on devait créer les conditions d'états généraux, c'est-à-dire d'une mobilisation. Pas nous vendre de la liberté, mais nous appeler à une responsabilité collective, à penser notre société, à penser notre vivre ensemble, éventuellement à réélaborer ensemble un contrat social. On nous parle de projet de société, on nous parle de demain, d'une aventure à vivre ensemble. C'est pas de nous dire, il y a quelques semaines, c'est dans 5-6 semaines qu'on va retrouver, j'allais dire, la sortie d'Égypte. C'est de nous dire comment une société peut se renforcer en se confrontant à des défis. Il n'y a pas que, encore une fois, la pandémie. C'est tout ce qu'elle signifie pour une société qui était inquiète, qui était fragile. Et on a trouvé, et je termine sur ce point, une force extraordinaire au plus près du terrain, dans une expertise, j'allais dire, pour moi, que j'ai vécu en allant véritablement sur le terrain comme quelque chose de tout à fait fondamental, pour moi de très constructif. On a vécu cette expertise et d'une certaine manière, on n'en a rien fait. Et je trouve que de ce point de vue-là, au niveau du bilan politique, il y a une certaine forme de mépris de ce qu'est la réalité d'une société qui vit, pas uniquement de la souffrance. C'est une expérience qui peut être constitutive des éléments nécessaires à notre devenir. Et c'est ça qui est mon reproche le plus important. Mais l'un des bilans qui avait été tiré, Emmanuel Hirsch, du premier confinement était le trop grand pouvoir accordé aux scientifiques, aux médecins. On parlait d'un pouvoir médical qui était beaucoup trop présent, qui n'avait pas été élu. Et donc, la dernière décision d'Emmanuel Macron de ne pas reconfiner, et ça c'était le cas en janvier, était une sorte de réponse. Est-ce que justement, ça n'était pas une manière d'entendre ce que vous dites, c'est-à-dire de laisser plus de place à la société et au refus d'une partie, en tout cas de cette société, de ne pas revivre la période du confinement? Et Guillaume Erner, la société, elle ne se réduit pas au Conseil de sécurité sanitaire qui va se réunir dans quelques moments. La société, elle est riche de sa complexité. Et puis, il faut voir aussi le monde, c'est-à-dire une pandémie, c'est un événement mondial. Pour prendre juste un élément qui va vous paraître plus significatif encore, lorsqu'on a désigné Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, c'était un homme du sida, des années sida. Françoise Barré-Senoussi aussi, qui a eu le Caire, c'était des années sida. Beaucoup des médecins qui se sont exprimés, notamment des infectiologues, des gens qui ont connu une pandémie dans les années 80, qui est le sida, et qui ont inventé la démocratie sanitaire, c'est-à-dire une capacité de prendre des positions politiques. Lorsque vous regardez la création de l'association AIDE, et malheureusement on n'avait pas d'association pour le Covid-19 en 1984, c'était des gens qui avaient de la culture, c'était aussi des gens qui avaient été des Foucaldiens, c'était au nom aussi de valeurs politiques. Quelles conséquences en tirez-vous le fait d'être Foucaldien, donc de s'inspirer de... Ce que je veux dire par là, c'est des gens qui avaient une vision politique, une vision de société. Et celles et ceux qui sont exprimés au tout début, il y a un an, dans le contexte du Covid, c'est des gens qui avaient cette culture. C'est-à-dire qu'ils ne se contentaient pas des scientifiques ou des médecins, qui avaient défendu l'accès, par exemple, au traitement avec les accords de Doha,
rappelez-vous, pour tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'avait Pour les mené des combats. trithérapies liées Pour les trithérapies, c'était 2001, c'était donc quelque chose d'important. C'est des gens qui ne pratiquent pas leur métier autrement qu'avec une vision de responsabilité politique. Et donc ils ont pris des positions naturelles qui sont des positions politiques. C'est des positions politiques qui ont permis, malgré tout, de dominer. Même si aujourd'hui vous êtes 700 000 victimes du sida dans le monde aujourd'hui, et que vous pouvez être endeuillé de 33 millions de personnes, c'est quand même une pandémie pour laquelle on a trouvé des réponses, et des réponses également en termes de démocratie sanitaire. Vous voyez, un des constats que je fais aujourd'hui, et qui est assez important, on est en train de déprogrammer. Vous avez, selon des études internationales, 10 à 20% des personnes atteintes de cancer qui vont être surexposées à des risques de mortalité parce qu'elles n'ont pas bénéficié ni de prévention ni de traitement. La démocratie sanitaire, dans la loi du 4 mars 2002, dans la loi Kouchner, c'est la démocratie, j'allais dire, portée dans les domaines de la santé. Qu'a-t-on fait depuis le début de la crise pour intégrer les grandes associations représentatives aux arbitrages? Pour prendre un exemple parmi tant d'autres. Donc que des médecins s'expriment, c'est leur responsabilité. Qu'on s'exprime d'un point de vue public, c'est aussi une certaine spécificité de cette pandémie, qu'on la vit en direct sur France Culture et puis sur les chaînes d'information continue. Le sida, on ne le vivait pas en direct. Et il y avait aussi une autre modalité de régulation des publications scientifiques. Là, vous avez des préprints, vous avez toute une évolution culturelle qui fait que dans l'urgence, les gens produisent de l'information, produisent des savoirs qui sont quelquefois peu robustes, mais il y a aussi une attente du public qui, pendant quelques mois, rappelez-vous, était devant son écran de télé ou à l'écoute de France Culture pour déterminer un peu ses choix en fonction de ce qu'on lui disait. Donc vous pouvez aussi interroger la communication gouvernementale et le manque finalement en termes de gouvernance d'un réseau d'intermédiaires. Le fait que le chef de l'État décide de tout et soit la personne sur le front, peut-être créer un obstacle à ce que peut-être une pédagogie de la responsabilité partagée. Mais cela dit, si on fait justement une comparaison entre l'épidémie de sida et l'épidémie de coronavirus, alors avec toutes les précautions, bien entendu, puisque les deux épidémies n'ont pas la même physionomie, le sida a tué infiniment plus, 35 millions de victimes, mais si on reprend le déroulement, on retrouve quand même des points communs. Emmanuel Hirsch, par exemple, le fourvoiement dans de faux remèdes pour le sida. Il y a eu la cyclosporine qui a été présentée comme un médicament. Je le rappelle pour les auditeurs les plus jeunes, il y a un superfell à ce sujet à retrouver sur le site où on découvre le gouvernement qui soutient un médicament qui, hélas, n'a pas du tout fonctionné. Les errements en matière médicale, parce que là aussi, il y a eu énormément de ce que l'on appelle aujourd'hui des fake news au sujet du sida, sur un sujet qui était évidemment très chargé, l'utilisation politique de l'épidémie. Est-ce qu'on ne retrouve pas aussi des grilles communes ? Alors, ce que vous dites, Guillaume Henner, est d'une grande justesse, je ne peux le contester. Le sida, au départ, dans la société développée, concerne des personnes qui sont très marginalisées. Elles sont homosexuelles, elles sont toxicomanes, elles sont en situation de fragilité sociale. Et si vous observez l'histoire, il a fallu Michel Barzac pour qu'on commence à avoir déjà une politique en réduction de risque. En fait, je veux dire qu'on ait des initiatives. Dans un premier temps, c'est les associations qui ont, d'une certaine manière, déterminé les politiques de santé publique en investissant dans la communication. Donc, c'est une spécificité, à mon avis, à prendre en compte, déjà dans un premier point. Quand vous êtes face, et un autre point, ça touchait plutôt des personnes jeunes, alors que pour le Covid-19, c'est des personnes très âgées. C'était assez à prendre en compte, mais qu'on pourrait discuter sur la responsabilité intergénérationnelle, parce qu'à l'époque du sida, toute la société s'est mobilisée, j'allais dire, pour servir et pour soutenir les personnes victimes du VIH. Juste pour revenir sur cette affaire, effectivement, on a une maladie mortelle, et une maladie qui touche à la fois des gens jeunes et dans des pays économiquement développés, avec une médiatisation, parce que pour des raisons que vous connaissez comme sociologue, ça touche déjà prioritairement une certaine catégorie de personnes, serait-ce que des personnes qui peuvent prendre la parole, qui peuvent s'exprimer et qui peuvent avoir une certaine autorité. C'est un élément à prendre en considération. Derrière tout ça, vous avez ce qui s'est construit, des alliances tout à fait exceptionnelles entre les communautés de personnes malades, les médecins, les scientifiques. On ne va pas revenir. Moi, j'avais écrit à l'époque un gros livre qui est l'histoire de l'association Aide, que j'avais appelé Solidaire aux éditions du Cerf, où je raconte un petit peu cette histoire. Et donc, il y a eu effectivement une telle attente, une telle demande. Vous parlez de la cyclosporine, mais vous avez eu aussi l'AZT en 1987, qui était la première molécule qui avait une certaine efficacité, qui n'a jamais été développée. J'allais dire, c'est-à-dire on n'a pas suivi toutes les étapes des essais cliniques. Et il y avait une telle pression
un tel militantisme que les laboratoires ne pouvaient pas, même mettre en place des bonnes pratiques pour l'évaluation des molécules. Donc il y avait cette pression et il y avait cette espèce de sentiment de mortalité massive qui menaçait la société. Donc il y a eu effectivement un certain nombre de dérégulations. Il y a eu effectivement la cyclosporine, et je me rappelle de l'aventure de la cyclosporine pour l'avoir suivie de très très près. Mais derrière tout ça, vous avez une communauté médico-scientifique, vous avez des associations qui se sont mobilisées et qui ont réussi à atteindre un certain nombre d'objectifs et de provoquer également une mobilisation de l'État en termes de financement. Donc là, c'est des éléments que je comprends dans le parallélisme d'une certaine manière, mais ce qui est spécifique aujourd'hui, c'est que des figures effectivement qu'on retrouve dans l'histoire des épidémies, c'est-à-dire un peu incantatoires, des gens qui ont un charisme, qui tiennent un propos rassurant ou au contraire inquiétant, toute cette espèce de mise en scène s'est organisée alors qu'on aurait pu anticiper et cadrer les choses si on avait été plus soucieux d'une information, notamment gouvernementale, différente de ce qu'elle a été, et pas contradictoire et pas erratique. Mais alors, du côté des divergences, professeur Hirsch, si l'on compare justement l'épidémie de sida à l'épidémie de coronavirus, on a avec le coronavirus une épidémie qui est peu mortelle, contrairement au sida, lorsque jadis à l'époque, au début de l'épidémie, on était positif, c'était un diagnostic compliqué et aujourd'hui on a affaire à une population qui est largement impactée par le mode de vie qui a changé alors même que une partie d'entre elles en réalité est véritablement à risque, d'où des polémiques et ces polémiques elles sont complètement inédites, elles posent sur le plan éthique des problèmes tout à fait nouveaux. Guillaume Erner, quand vous dites une épidémie, une pandémie qui est peu mortelle, il faudra voir les chiffres. Au niveau international, on ne peut pas dire que ce soit anecdotique. Qu'il y ait chaque jour. Je n'ai pas dit qu'elle était anecdotique. Non, mais je veux dire, Mais si on compare le sida, par exemple, 35 millions de morts, au niveau mondial, cela a été oublié tout à fait. souvent. Non, c'est la différence, c'est qu'on voit par exemple certains pays comme l'Afrique ne sont pas impactés comme ils l'ont été par le VIH, par les modes de contamination. Mais avoir aujourd'hui et pouvoir, non pas s'en satisfaire, mais s'y habituer, à peu près 330 morts en France. Ce qui veut dire que dans peu de semaines, on parviendra au-delà de 200 000 personnes. C'est quand même pas totalement, sans signification, d'autant plus que notre relation à la mort individuelle, a pris une autre signification dans notre culture. Il y a eu des évolutions. La mort de masse, un peu indifférenciée des premières pandémies modernes, et celle qu'on vit aujourd'hui en direct, avec la personnalisation de ces personnes, ça interroge une société et ça incite le politique à faire des choix. Vous voyez, si j'ai un hommage à rendre au chef de l'État, et il faut lui rendre hommage, c'est qu'il a dit au début, on n'abandonnera personne sur le bord du chemin, et il y a eu cette priorisation des personnes qui étaient les plus fragiles, notamment dans les EHPAD, pour prendre un exemple précis. Ça m'a frappé parce qu'il a donné une tonalité précise dans nos engagements. On défend les plus vulnérables, et au niveau de la vie démocratique, c'est quelque chose d'important. Ça a été la même chose d'ailleurs pour la vaccination. Mais par rapport au sida, effectivement, ça a touché des personnes qui étaient, et je termine sur ce point, quelquefois les ignorées de la société. Et ce qui me frappe, et je termine, c'est par rapport à votre première question, on a révélé aussi dans notre société des vulnérabilités auxquelles les Français n'étaient pas assez conscients qu'elles existent d'une certaine manière. Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale et président du Conseil pour l'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique de l'Université de Paris-Saclay. Vous avez notamment publié Pandémie 2020 et une démocratie confinée aux éditions ERES. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour évoquer la manière dont l'épidémie de coronavirus a changé nos sociétés. Vous serez rejoint par Céline Lefebvre, elle est maîtresse de conférences en philosophie à l'Université de Paris. 8h sur France Culture. Merci Frédéric Seyss pour ce billet politique. On le retrouve bien entendu sur le site de France Culture et je vais y faire réagir nos invités. Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale, on vous doit notamment Pandémie 2020 aux éditions du Cerf et une démocratie confinée aux éditions ERES. Et puis nous accueillons Céline Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en philosophie, co-directrice de l'Institut La Personne en médecine à l'Université de Paris et vous avez co-dirigé l'ouvrage des humanités médicales chez Douin en 2020 ainsi que l'ouvrage Le soin en première ligne aux presses universitaires de France. Votre réaction, Céline Lefebvre, à ce que vient de dire Frédéric Seyss?
Oui, je crois on ne peut que constater cette centralisation des décisions, mais cela pose le problème de la délibération démocratique, collective, autour des enjeux sanitaires et des enjeux de soins. Et on ne peut que le déplorer, ainsi que la mise entre parenthèses des ressources, des compétences, des mouvements d'usagers, des associations de patients et des soignants dans leurs pratiques, dans leurs habitudes, dans leurs valeurs. Donc il y a là quand même un manque démocratique, d'une démocratie sanitaire. Mais alors, parce que le mouvement est toujours compliqué à faire. Si on centralise, on a tendance à uniformiser des situations disparates. Et puis alors, si on délocalise, ou on décentralise plutôt, cette fois-ci, on a affaire à un autre système délibératif. Votre point de vue, Emmanuel Hirsch, sur ce qu'il Le papier concerne. de Frédéric Sey est très intéressant. Mais aujourd'hui, ce qu'on met en cause, c'est l'administration, c'est pas l'État. D'une certaine manière, c'est-à-dire les modalités quelquefois un petit peu abstraites de la réalité, en tous les cas distancées de la réalité, de la gouvernance par l'administration, puisque les procédures, les protocoles ont été imposés par une administration. Donc ça, c'est la première critique que je ferai. Et ce qui est malheureux, et on l'a évoqué, puisque dans le journal, vous avez dit, il y a un conseil de sécurité sanitaire dans quelques minutes. En fin de compte, l'État aujourd'hui, c'est une personne, au niveau de la décision. Et je vais dans le sens de ce que dit Céline, dans une démocratie. C'était différent avant, Attendez, sous la cinquième. Juste, en tous les cas, par rapport à une crise sanitaire, hein, quand vous regardez tous les fondamentaux de la gestion d'une crise sanitaire, on a des textes préparatoires qui ont été élaborés avec le H1N1 auxquels on ne s'est même pas référé. La loyauté, la transparence, la concertation. C'est-à-dire la vie démocratique est importante pour éviter la défiance. Qu'est-ce qu'on a fait en pratique? On arrive aujourd'hui avec une vraie forme de défiance. Regardez, un an après, dire que le jour même où on a lancé le confinement, on est en train de parler du confinement, avec toutes les formes, j'allais dire, d'approche allusive. Comment, il y a quelques jours, on nous promettait en quelque sorte la délivrance, et aujourd'hui, d'une manière un petit peu sinueuse, au détriment même de ce qu'a été l'avis du Conseil scientifique, parce qu'il faut dire que le 29 janvier, quand le Premier ministre, dans les conditions conseil, nous annonçait qu'il n'y avait pas un confinement qu'on attendait, il y avait le jour même un avis du Conseil scientifique qui préconisait un confinement, encore une fois, adapté tout en prenant en compte toutes les conséquences. Il dit à un moment donné, on s'interroge sur les modalités de gouvernance, et c'est dans ce sens-là que l'État, je le respecte, tant mieux qu'il y ait un État, et on en est protégé. On a des vaccins, on a des tests, tout ça, dans un contexte de solidarité. Non mais, je veux dire, l'accès, en tous les cas, même si en pratique, il y a des difficultés. Mais je suis beaucoup plus critique. Je faisais la moue pour on a des vaccins, parce que la situation est aujourd'hui... Je termine pour dire, si à un moment donné, on nous permettait de tirer vraiment les conséquences, un retour d'expérience qui soit public, probablement qu'on analysera un certain nombre de mécaniques. Et un dernier point aussi, pour l'État, il faut qu'il ait la capacité de fonctionner. Quand vous voyez comment le ministère de la Santé a dû faire appel à des expertises privées pour mettre en place ces stratégies vaccinales, vous voyez que l'État est très démuni, très fragilisé. Quand vous voyez dans quelles conditions aujourd'hui les enseignants mettent en place les enseignements à distance, vous voyez très bien que la fragilité de l'État, c'est bien de parler de l'État, et j'arrive à le comprendre, mais il faudrait qu'on y repense, j'allais dire, en fonction de nos prochaines échéances électorales. Céline Lefebvre, vos travaux vous ont conduit à réfléchir aux questions posées par les maladies chroniques et avec le Covid. Et cela aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a eu des victimes, beaucoup de victimes, et puis il y a des personnes qui sont atteintes de ce qu'on appelle un Covid long. Et ça aussi, ça change beaucoup puisque ça représente beaucoup de personnes et c'est une situation très particulière. Votre regard au sujet de ce Covid long? Oui, je crois que dans les annonces, les décisions publiques, on prend en compte bien entendu le nombre de morts, d'admissions en réanimation, la saturation du système de santé, et c'est absolument nécessaire. Mais on oublie souvent que les mesures de santé publique ou de restriction des libertés qui vont sans doute de nouveau arriver ont pour but aussi de diminuer les contaminations et les cas de ces maladies chroniques dont on n'a pas encore, je pense, l'estimation en nombre, mais qui vont durablement affecter énormément de personnes et qui vont les affecter dans leur insertion professionnelle, sociale, leur vie psychique, et aussi qui vont être un poids pour, je mets ce terme bien sûr entre guillemets, pour le système de santé. Et je crois que cet oubli des malades chroniques qui vont apparaître à l'issue de cette pandémie s'insère plus généralement dans la difficulté que notre
notre société à voir, à comprendre l'expérience des malades chroniques, à la visibiliser, que ce soit donc ces personnes qui vont être atteintes de Covid long, mais en général les malades chroniques. Et on l'a vu pendant la première année que nous venons de vivre, avec la difficulté aussi pour la population, pour les bien portants, pour les pouvoirs publics, de comprendre aussi comment la pandémie impactait les malades chroniques dans leur vie quotidienne, dans leur organisation des soins, dans leur insertion professionnelle. Donc il y a là une difficulté à visibiliser cette chronicité. Qu'est-ce que ça a de spécifique, une maladie chronique, Céline Lefebvre ? C'est la temporalité qui est potentiellement indéfinie. Et je crois d'ailleurs qu'une des difficultés qu'on a aujourd'hui avec la pandémie, c'est collectivement de nous en saisir comme une maladie chronique. On l'a... Peut-être parce qu'on est encore un peu résistant à cette idée, quand même. Parce elle a fait irruption, elle est une rupture, elle est une crise. Mais pourtant, ça fait déjà 1 an que ça dure. Et nous savons bien, les épidémiologistes d'un côté le disent, mais aussi les anthropologues, les historiens nous disent que ça va prendre un certain nombre de temps avant d'être résolu. Et avant aussi que les causes en soient connues et que donc il y ait une action politique, environnementale, sociale, générale pour y répondre. Et je crois qu'on a du mal à comprendre que globalement et socialement, on est entré dans une forme de maladie chronique. Emmanuel C'est Hirsch. important ce que dit Céline Lefebvre, qui consacre depuis des années des travaux sur ce sujet. D'une manière concrète, c'est à peu près 15 millions de personnes qui sont concernées. Ce n'est pas quelques personnes. Et pour faire partie du conseil scientifique de l'Association nationale des Covid au long terme, j'observe aussi que ce sont des personnes jeunes. C'est-à-dire qu'on parle effectivement des personnes âgées par rapport au Covid-19, mais les personnes qui ont été les plus impactées et dont la vie relationnelle, la vie sociale va avoir, j'allais dire, à prendre en compte un parcours très sinueux, ce sont des personnes jeunes. Il faut mettre aussi, et Céline le fait bien aussi, quand on parle des personnes atteintes de maladies chroniques, c'est aussi leur environnement, les aidants. C'est des éléments à prendre en compte. Donc progressivement, on voit toute la société. Puis il y a l'émergence de véritables phénomènes pandémiques ou épidémiques, notamment au niveau psychiatrique, c'est-à-dire il y a l'émergence, aussi bien chez les enfants que chez les adultes, de toutes les conséquences psychosociales de la pandémie. Donc on rentre effectivement dans de la chronicité. Et ce que je reproche, d'une certaine manière, à la gouvernance, qu'elle soit celle de l'État ou la gouvernance en général, c'est qu'on n'a pas anticipé dès le départ le fait qu'on s'installait sur du long cours. Et vous voyez, en termes de décision, puisqu'on parle aujourd'hui de confinement, il y a la finalité qu'on peut comprendre. En situation d'urgence, on ne pouvait pas faire autrement. Et puis ensuite, il y a les conséquences. Comment on accompagnait tout ça ? Comment, après le premier confinement, on a pris des mesures d'accompagnement ? Et je termine sur un point. Si vous regardez notre site éthique et pandémie, on a fait un gros document. Donc, on a travaillé avec des gens des sciences humaines et sociales pour prévoir les conditions d'accompagnement d'un confinement ou d'un couvre-feu. Il y a tout un ensemble de mesures, notamment à l'égard des personnes les plus vulnérables. C'est pas uniquement de dire on va se confiner, c'est quel type d'accompagnement. De la même manière, pour les personnes qui sont contaminées, quel type d'accompagnement s'ils restent au domicile pendant quelques jours. Et vous voyez, et je termine sur ce point, la communication de ce point de vue-là, on aurait pu faire Covid mode d'emploi d'une certaine manière, puisqu'on savait de manière certaine. Au-delà d'un discours, je comprends que le politique a besoin de nous donner de l'espérance. Mais l'espérance, ce n'est pas un projet. Donc aujourd'hui, c'est à notre société, et c'est ça mon appel que j'ai de premier anniversaire, si on veut, c'est de dire mobilisons-nous puisqu'on est capable de le faire, et fixons un projet de société à un gouvernement dont j'ai le sentiment, et c'est pas être péjoratif à son égard, qu'il est quand même très épuisé. Après 1 an de confrontation à un virus qui déjoue toutes les stratégies. Après également toutes les crises qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que le Covid pour le gouvernement. Je dis pourquoi vous ne vous êtes pas davantage ouvert à la société civile, à une intelligence collective qui ne demande aujourd'hui qu'à inventer avec vous les conditions de son futur. Si on ne le fait pas demain, Guillaume Erner, on pourra toujours se reprocher au moment des élections d'un repli, en quelque sorte, de ce que sont les intentions démocratiques et les valeurs de notre démocratie. C'est là, pour moi, l'enjeu fondamental qui dit et qui m'explique, en quelque sorte, que j'ai besoin aussi, comme d'autres, de militer en termes de valeurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Céline Lefebvre ? Oui, je crois que... Alors Emmanuel a raison en disant que l'espérance n'est pas un projet. Néanmoins, quand vous me demandiez ce que c'est qu'une maladie chronique, c'est une expérience de vie qui nécessite l'espoir. Mais l'espoir, là où je rejoins par contre Emmanuel, c'est que ça se construit. Ça se construit en s'engageant moralement et politiquement pour garantir que les moyens seront donnés
pour le soin et la santé au cœur de la société. Et c'est cet engagement, le soin c'est un engagement, un mouvement vers autrui, un souci d'autrui qui est une relation donc, profondément d'engagement envers l'autre. Et là, il y a quelque chose qui manque. Cet engagement manque. On a l'impression effectivement que, en tout cas, le discours et les décisions politiques ne prennent pas en compte cette temporalité longue, réagissent encore en termes court-termistes, comme s'il s'agissait seulement d'une crise aiguë. Et oui, voilà. Céline, il y a juste un point à prendre en considération. Oui. Emmanuel Hirsch. On considère qu'il y a à peu près 200 000 personnes qui sont les décrocheurs santé, c'est-à-dire qui ne sont plus allés à l'hôpital, qui n'ont plus repris leur... Parmi les personnes atteintes de maladies chroniques, c'est quand même significatif, c'est-à-dire des personnes qui ont perdu des chances. Parmi ces personnes, il y en a beaucoup qui restent chez elles, c'est-à-dire qui s'autoconfinent, c'est-à-dire qui ont refusé toute vie sociale. Et un des éléments essentiels, on l'a évoqué dans la première partie, et Céline participe finalement de ce mouvement, c'est la démocratie en santé. C'est-à-dire on avait toutes sortes d'atouts pour prendre en compte ce qu'on appelle le savoir expérientiel de la personne. Il y a des personnes qui sont malades, ont une expérience de leur maladie, ont une expérience de la vie avec la maladie, leurs proches aussi. Qu'est-ce qu'on en a fait pour envisager effectivement les conséquences d'un confinement ? Ce qui est pathétique, c'est si on confine demain, entre autres conséquences, vous êtes le conjoint d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer et vous êtes au domicile. Vous imaginez le huis clos ? C'est-à-dire toutes ces situations très très concrètes que des personnes comme Céline et d'autres, collègues qui travaillent sur ces questions, c'est les aspects, j'allais dire, granulaires, c'est les aspects quotidiens. Et je dis qu'il n'y a pas eu. Il y a eu des réponses très intéressantes au niveau du gouvernement en termes de soutien de l'économie, en termes de solidarité, je ne le nie pas. Et c'est là où moi je reviens à la proximité. Et le milieu associatif est d'une richesse telle que je ne comprends pas pourquoi on a bafoué cette expertise. Mais alors, justement, parce que ce qui, là aussi, est singulier, Céline Lefebvre, c'est que, normalement, la question de la santé est reléguée dans les pages intérieures des journaux. C'est quelque chose qui ne vient pas au devant de la scène et, en tout cas, qui ne commande pas tout, du politique à l'économique. Aujourd'hui, c'est devenu cela. Et donc, la maladie chronique, elle est désormais présente à l'échelle de la société tout entière. C'est elle qui détermine l'agenda et la manière dont on voit nos relations sociales. Qu'est-ce que ça change à cet égard ? Non, je pense qu'elle n'est pas encore à l'agenda. Je pense que... Lorsqu'Emmanuel Macron dit, par exemple, c'est le virus qui fixe son rythme. Oui. Je pense qu'on n'est effectivement pas encore assez dans ce qu'évoquait Emmanuel, un projet de société qui comprend qu'il va falloir à la fois faire avec les difficultés qu'impose cette pandémie qui va s'installer durablement et aussi qui demande de faire avec l'inventivité, les ressources, la problématisation des professionnels, des soignants et des personnes atteintes. Je pense qu'on n'en est pas justement au niveau étatique, central, dont on parlait tout à l'heure avec la chronique, on n'en est pas encore à cette préparation, à cette anticipation, on en est encore à de la réactivité. Mais alors, justement, là aussi, ce qui est très étonnant, Céline Lefebvre, c'est que chaque jour, lorsqu'il est question de l'actualité, c'est ce que l'on fait ici à France Culture, pas seulement à France Culture, mais on se rend compte qu'il y a 1000 choses sur ce virus, sur les conséquences de ce virus, la manière dont on l'appréhende, qu'on ne comprend pas. Et le fait d'être face à un objet qu'on ne comprend pas complètement, on ne comprend pas pourquoi des solutions sanitaires radicalement différentes en Californie et au Texas donnent finalement des résultats à peu près comparables. On ne comprend pas pourquoi la présence du variant ne s'accompagne pas d'une augmentation importante des cas en Belgique. Et je pourrais multiplier les exemples de ce type. Est-ce que l'on peut reprocher aux politiques finalement de ne pas prendre les bonnes décisions alors même que tout le monde est un peu perdu dans cette affaire ? Non, il ne s'agit pas de le reprocher, il s'agit d'écouter comment on pourrait donner plus de moyens au monde de la santé, au moins pour arriver à donner des chances égales aux malades de Covid et aux malades non Covid, par exemple. C'est-à-dire penser, a priori, préparer l'évitement de la catastrophe, l'évitement par exemple de la saturation, l'évitement du triage par exemple. Donc il ne s'agit pas de tout reprocher, de tout critiquer, mais de se dire, voilà, nous avons déjà passé 1 an à programmer, reporter, déprogrammer, arrêtons ces logiques-là.
Mais Emmanuel Hirsch, là aussi, on n'en a pas parlé, mais il faut en parler. La catastrophe de la saturation, elle est là, je veux dire, c'est une catastrophe. Le confinement est une autre forme de catastrophe en intensité moins grave, mais lourde de souffrances diverses et variées, peut-être. Guillaume pouvons-nous en Herlet, parler. quelle défaite du politique que de reconnaître aujourd'hui qu'on n'est pas maître de l'agenda. On n'avait pas besoin d'attendre un an pour comprendre que face à une création d'une situation de pandémie, avec les incertitudes, l'évolutivité, les conflits de valeurs, les conflits d'intérêts, enfin tout ce qu'on évoque, il fallait un peu d'humilité. Et là, d'avoir d'une manière péremptoire affirmé, parce qu'on était chef de l'État, qu'on avait la capacité de maîtriser, d'organiser, sans consultation, sans concertation, fait effectivement que pour le chef de l'État aujourd'hui, dans un contexte où il y a une hostilité à certaines mesures, j'allais dire aujourd'hui contraignantes, il est difficile de prendre la décision et de l'habiller avec toute une dialectique de façon à ce qu'elle ne soit pas considérée comme un échec profond d'un pari qui a été le pari du 29 janvier, qu'il a pris pour nous tous, sans nous consulter, pour parenthèse. Et donc pour répondre à votre question, le confinement, c'est pas aujourd'hui qu'il commence. On est confiné démocratiquement depuis le début de la crise. Oui. C'est-à-dire une crise, encore une fois, regardez les textes de travail qui ont été faits notamment pour la préparation HN1 au niveau international. Vous avez tout un registre de choses importantes. S'il n'y a pas de vie démocratique, s'il n'y a pas de prise en compte des vulnérabilités, des fragilités, c'est pas possible. Sur la question du triage que vous évoquez, le triage, c'est également le triage aujourd'hui des malades qui ne sont pas soignés, puisque aujourd'hui, on est obligé de sélectionner les malades qu'on accueille à l'hôpital par rapport à ceux qui auraient les mêmes droits. Donc voilà une question qu'on aurait pu débattre. Vous voulez dire pour ceux qui souffrent d'une autre maladie ? Une autre maladie, vous avez aujourd'hui effectivement des déprogrammations. Alors on essaie de hiérarchiser en fonction de l'urgence, mais des déprogrammations... Pensez-vous que les déprogrammations, elles soient faites de manière imprudente, je veux dire, avec de vrais... Attendez, moi je rends hommage aux professionnels, on a tous participé. Pose la question. Aussi, ils ont des modalités collégiales au niveau de rationnel avec les sociétés savantes qui leur permettent d'arbitrer le plus juste possible, le plus justement possible. Mais dans un contexte de pratiques dégradées, des restrictions, plus vos capacités sont limitatives, plus les choix deviennent limitatifs aussi, avec des conséquences péjoratives pour les personnes les plus vulnérables. Vous êtes obligé de sélectionner, de trier. C'est une réalité. Et je dirais qu'il y a une responsabilité, me semble-t-il, de l'État à avoir différé au regard d'enjeux que j'arrive à comprendre. On est une société fragile, on ne pouvait pas se permettre le confinement. On a différé d'à peu près, c'était la même chose d'ailleurs pour le second confinement, on a différé d'à peu près un mois la décision, qui aurait peut-être une décision plus nuancée à prendre en compte. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation de catastrophe avec des expédients. On dit on envoie des personnes qui vont aller, j'allais dire, être dépaysées, alors que les familles refusent. C'est-à-dire les familles, quand elles ont besoin. On a commencé notre entretien en évoquant les victimes. Mais les familles qui ne peuvent pas être auprès de l'être cher, qui n'ont pas pu apporter des obsèques, c'est-à-dire apporter la dignité, toutes ces questions anthropologiques vont miner la société dans son dur par rapport aux choix qui ont été faits. Donc je termine sur ce point, ça pouvait être discuté. Il y a certaines décisions administratives qui étaient des décisions arbitraires et qui ont été prises, j'allais dire, sans même comprendre les enjeux. Et c'est ça que je reproche. Cette intelligence du réel qu'on développe avec des personnes comme Céline, avec tous les réseaux qu'on a constitués dans nos espaces éthiques, et vous, à travers vos formations universitaires, on a toute une culture qui a été totalement remise en cause. Toutes les cultures du soin, toutes les valeurs du soin. Voilà, c'est aussi la critique que je fais. On avait sur le terrain des gens qui sont totalement démunis et dans la critique par rapport à ce qui s'est passé dans les préconisations. Oui, je crois que ce qui explique aussi qu'on n'arrive pas à faire une expérience commune de la pandémie et qu'en fait on a des débats, notamment dans les médias, qui sont toujours extrêmement oppositionnels. Dans la société, on est dans la division. C'est parce qu'on n'a pas voulu voir qu'une crise entraînait nécessairement des conflits de valeurs, des choix difficiles à faire, avec des tensions éthiques entre restriction de liberté, protection de la santé, intérêt collectif, intérêt individuel. Et au lieu de poser ces conflits de valeurs, de les expliciter à travers la culture, justement, ça aussi, ça nous manque, cette médiation d'espace, de culture pour exposer ces conflits de valeurs, au lieu de les exposer, de les expliciter et de choisir de manière délibérative et politiquement démocratique, on monte les uns contre les autres, les jeunes contre les vieux, les commerçants contre les enseignants, et ça va laisser des traces profondes et durables. En matière de conflits de valeurs et de polémiques, Emmanuel Hirsch, il y a une belle polémique qui se profile à l'horizon, c'est celle du pass sanitaire. Vous en pensez quoi ?
Vous regarderez sur The Conversation, il y a aussi comme France Culture The Conversation où j'ai fait un long article sur ce sujet. Je pense que, et ça va tout à fait dans l'esprit de ce que dit Céline, on est face à des choix de démocrates. C'est-à-dire comment dans une démocratie on prend certaines décisions. Entre les pays asiatiques qui ont leur culture et puis nos pays, on a des valeurs, on a les droits de l'homme. Et donc faire qu'il y ait des apatrides aujourd'hui au vaccin, c'est-à-dire qu'on sélectionne dans ceux qui peuvent bénéficier du vaccin, ceux qui ne pourront pas en bénéficier. Les prioritaires. Pour moi, c'est des apatrides parce que si demain on avait un passeport vaccinal qui permettait d'aller et venir, ceux qui n'en auraient pas, quelles seraient leurs conditions? Et vous voyez, pour moi, l'insulte aujourd'hui... Je reformule, pardonnez-moi, Emmanuel Hirsch. A priori, il s'agit de faire des prioritaires, c'est-à-dire que l'on commence par vacciner ceux qui sont les plus en risque, ce qui peut sembler normal, sauf si vous n'êtes C'est pas la d'accord. mentalité, c'est la démarche qui, pour moi, me choque. C'est-à-dire, ayant une dimension universelle dans notre responsabilité par rapport à la vaccination. Que vous ayez aujourd'hui en Europe, on a préempté 2,350 milliards de doses de vaccins pour 460 millions de personnes qui vivent en Europe. On a COVAX qui permet une répartition, et j'observe juste un point. Quand le président de la République a dit on va mettre à disposition sur le stock européen 18 millions de doses pour les soignants dans les pays africains. Il y a quelque chose qui interroge les valeurs de la démocratie, les valeurs des droits de l'homme. C'est-à-dire, plutôt que de parler de passe vaccinal, parlons de responsabilité à permettre à chacun d'accéder au vaccin. Peut-être ne se poserait pas la question du passeport vaccinal. Mais pardonnez-moi, Emmanuel, je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Aujourd'hui, vous préconiseriez une vaccination plus large, alors si tant est qu'il y ait les doses et que tous les vaccins soient utilisables, ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui, quelle serait... Pour moi, l'urgence, c'est pas de parler du passeport vaccinal pour circuler entre les régions ou les pays. C'est notre responsabilité morale de permettre à l'ensemble des populations du monde, notamment dans un contexte de pandémie, de bénéficier de l'accès au vaccin. Et aujourd'hui, c'est les pays nantis, d'une certaine manière, c'est-à-dire qui économiquement le peuvent, qui bénéficient de ces vaccins. Ça interroge en quelque sorte l'éthique par rapport à une pandémie. Et je vais vous ramener en France la vaccination des soignants. Pour moi, vous regarderez dans l'article, pour moi, c'est un impératif, c'est le devoir de responsabilité et de réciprocité. Quand vous êtes dans un EHPAD où vous avez 80% des personnes qui sont effectivement vaccinées, vous pouvez dire que les personnes, finalement, peut-être seront moins contaminées par des professionnels. Mais quand vous voyez que les statistiques actuelles, c'est des soignants en EHPAD, professionnels en EHPAD sont à peu près à 35% de personnes vaccinées, ça interroge sur le sens des responsabilités morales vis-à-vis de personnes vulnérables. Céline Lefebvre, de conclusion à ce sujet. Oui, il faut expliciter cette question du pass vaccinal, c'est-à-dire est-ce qu'on peut légitimement se dire on va donner des passeports à ceux qui vont favoriser la reprise économique et sociale de la société. C'est un point de vue et c'est une valeur qui peut se défendre, mais quel va être le prix ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas encore diminuer le sentiment d'unité et de solidarité ? Est-ce qu'on ne va pas entraîner des coercitions pour certaines personnes à aller travailler ? Ou au contraire des discriminations? Est-ce qu'on ne va pas renforcer des inégalités sociales ou territoriales? Donc ça, ce sont des choix qu'il faut peser de manière collective. Et aujourd'hui, donc, vous préconiseriez là aussi, Céline Lefebvre, puisque vous travaillez notamment sur les maladies chroniques, est-ce qu'il faudrait avoir une autre politique vaccinale ? Non, alors je pense quand même qu'il y a eu comme ce garde-fou de prioriser dans la vaccination les personnes les plus âgées, les plus fortement à risque de formes graves et d'hospitalisation. Là, il y a eu un choix de priorisation en fonction de l'âge et des comorbidités qui est tout à fait respectable. Et on pourrait étendre justement en allant vers les malades chroniques. Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale, Une démocratie confinée, l'éthique quoi qu'il en coûte aux éditions RS et Pandémie 2020 aux éditions du CERF. Et puis Céline Lefebvre, Les humanités médicales, l'engagement des sciences humaines et sociales en médecine, et ainsi que l'ouvrage collectif, je crois, Le soin en première ligne aux presses universitaires de France. Je vous propose d'accueillir mes camarades qui viennent prolonger cette émission, Hervé Gardette et Géraldine Mostin-Savoie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Et ce matin, Hervé, vous allez nous parler de votre meilleur ami. Oui, j'aimerais bien qu'il me laisse un petit peu tranquille. On va lui demander. Géraldine, vous avez des choses à nous dire sur cette année de Covid. Bah oui, comme tout le monde, mais pour moi, tout part d'un riz au lait. Ah oui, justement. Je connais bien les recettes des riz au lait, 8h47. France Culture, l'esprit d'ouverture. Il y a un an,